Et en fait, c'est quand je suis arrivé au collège que là, je me suis rendu compte que j'étais un moins que rien, quoi. C'est-à-dire, j'avais rien. Moi, un cadeau d'anniversaire, je demandais d'aller me faire couper les cheveux. Et voilà, là, je me suis dit, il y a un problème, quoi. J'avais des amis qui avaient des tenues de rentrée, qui avaient plusieurs paires de chaussures. Moi, j'en avais une. Je m'appelle Roman Malo, j'ai 26 ans et j'ai grandi dans une famille précaire et j'ai essayé un petit peu de créer mon propre chemin pour essayer de sortir d'une situation dans laquelle je n'avais pas envie de continuer ma propre vie. Donc moi j'ai grandi d'abord en Belgique et on est arrivé autour de une dizaine d'années. Quand j'avais une dizaine d'années, on est arrivé en Vendée, donc un milieu très rural. J'ai rapidement compris qu'il fallait que j'utilise mon énergie plutôt pour des choses productives et pas tellement pour m'amuser, pas tellement pour faire des bêtises. Donc assez calme, assez studieux, une famille modeste, mais voilà, pas spécialement précaire à ce moment-là. Alors mes parents, je pense qu'ils avaient envie de changer de vie. Et ce qui s'est passé, c'est que au travers de différentes rencontres, ma mère était une passionnée d'animaux et surtout de chiens, de lévriers. Et mes parents ont décidé de reprendre un élevage canin qui se situait en Vendée justement. Et donc ils ont décidé de quitter leur vie en Belgique, je pense pour une vraie soif d'aventure. Pour la personne qui devait laisser l'élevage canin, je pense qu'il y avait un intérêt qui était au-delà de l'intérêt financier. Je pense qu'il y avait sans doute un intérêt relationnel peut-être avec ma mère. Et le projet n'a jamais abouti en fait. Alors là c'est la descente aux enfers. C'est-à-dire que ça va être progressif, ça va être subtil. Mais résultat, moi je me rendrai compte que très tardivement finalement à quel point on avait sombré. Mais ce qui va se passer, c'est que ma mère à ce moment-là, on n'a plus d'argent. Il faut faire rentrer de l'argent effectivement pour manger. Et ma mère à ce moment-là cherche ce qu'il y a. Et ce qu'il y a comme travail dans un milieu rural, c'est du travail dans les champs, c'est du travail agricole qui est très fatigant, qui est usant, qui est pas très bien payé. C'est un travail, voilà, on n'est pas loin de l'exploitation dans certains cas. Et mon père a déjà un certain âge, il a plus de la cinquantaine. Il estime avoir déjà une certaine valeur sur le monde du travail. Et les missions qu'on lui propose ne lui correspondent pas, ne lui plaisent pas. Et il se dit, voilà, moi je travaille pas pour un SMIC, je travaille pas. Il y a quelque chose je pense qu'il y avait quelque chose au niveau de l'orgueil. Le gros problème, c'est que s'il ne travaillait pas, mais qu'il n'était pas dépensier, qu'il voulait pas spécialement un mode de vie, je dirais, de citadin habitant à Bruxelles, bon, pourquoi pas. Mais il a continué en fait à exiger ce mode de vie-là. Et donc, les revenus diminuent, les exigences restent les mêmes. Bah, en fait, au bout d'un moment, il y a un déficit. Au début, notre maman a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Mais quand vous êtes 4 à vivre sur un SMIC, c'est déjà pas fameux. Et quand vous ajoutez à ça des dettes, là, c'est terminé. Mon père a eu, pendant un temps, il a eu des passions dans lesquelles il dépensait beaucoup d'argent. Donc même le peu d'argent qu'on pouvait potentiellement mettre pour un loisir, eh ben, ça partait dans des bêtises en fait. Et il y a eu de l'achat compulsif. Moi, je me suis dit, à un moment donné, quand il faut faire manger ses enfants, on trouve un métier on trouve, peu importe, il n'y a pas de métier indigne quand on a besoin de vivre en fait. Et ça, c'était pas possible pour lui. Pour lui, un métier physique, c'était humiliant, c'était pas possible. Et puis ma mère, voilà, c'était dans son tempérament de l'élevage canin, il fallait aider tout le monde. Et bien, on allait aider son mari et puis on allait comprendre. On allait pas excuser, mais en tout cas, on allait se dire que c'était temporaire. Et puis en fait, ce temporaire est devenu définitif. Alors, au début, je me dis qu'on est une famille moyenne. Et en fait, ça, je dirais que c'est ce qui m'a sauvé aussi, c'est le fait que je reste moi-même dans une illusion. Typiquement, quand j'entendais la classe moyenne, pour moi, c'était nous. Et en fait, c'est quand je suis arrivé au collège que là, je me suis rendu compte que j'étais un moins que rien, quoi. C'est-à-dire, j'avais rien. Moi, un cadeau d'anniversaire, je demandais d'aller me faire couper les cheveux. Et voilà, là, je me suis dit, il y a un problème, quoi. J'avais des amis qui avaient des tenues de rentrée, qui avaient plusieurs paires de chaussures. Moi, j'en avais une. Mes vêtements, c'est Secours catholique, Secours populaire, Resto du cœur, recousu par ma mère. Mais on était toujours propre sur nous. Ça, c'était quelque chose, c'est-à-dire qu'on présentait pas mal. En tout cas, ma mère, on n'a pas grand-chose, mais par contre, l'hygiène, impeccable. On met des vêtements à sa taille. Et je me suis toujours dit, je vais essayer un petit peu de les améliorer. Quelle erreur. J'avais un sac qui était noir, basique. Et je décide de faire, mais j'avais fait ça vraiment pas mal. J'avais fait avec du Blanco, j'avais fait comme ça le signe Nike. Et ça passe pas mal, ils me disent « Oh, il est sympa ton sac et tout ». Et là, j'ai des amis, des copains, qui commencent un peu à gratter, qui disent « Oh, mais c'est bizarre, ton sac il a un problème ». Et puis, on a un t-shirt, on regarde dans le col du t-shirt « Ah, mais c'est marrant, l'étiquette dessus, il n'y a pas de marque ». Et là, voilà, moi, c'était très anxiogène d'aller au collège. On a vu ma mère au Secours catholique. Et comment vous justifiez le fait d'aller au Secours catholique si vous en avez pas besoin? Et là, j'ai essayé de jouer oui, mais ma mère veut devenir bénévole, blablabla.
Donc ça n'a pas marché longtemps. La voiture, c'était trop cher. Donc au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait en vélo à l'école. Moi, j'ai été longtemps en vélo à l'école qui était à 11 km de chez moi. Et plus j'ai grandi, plus j'ai essayé d'entretenir l'illusion pour ma sœur, au prix, je dirais, de ma propre enfance, ma propre adolescence. Hein. J'ai travaillé depuis que je suis arrivé en France. Et puis ma maman est tombée enceinte. Et c'était un nouvel élan. On s'est dit... Et à ce moment-là, ça a commencé à aller un peu mieux. Mais mon père était à ce moment-là... le diagnostic de cancer est tombé à ce moment-là aussi. Moi, je me suis dit, oh mince, il est sauvé, quoi. Je me suis dit, paradoxalement, en fait, on va tout lui excuser. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, on va mettre ça... Il y a eu un cancer du poumon, mais métastasé au niveau du lobe frontal, donc trouble du comportement, ça s'excusait. Voilà, il y avait une tumeur depuis sans doute quelques années. Et je me suis dit, bah, c'est super, voilà. Son excuse, c'est pas la lâcheté. Son excuse, c'est la maladie. Et j'ai trouvé ça très lâche envers ma maman, surtout. Je me suis dit, il y a une pauvre femme qui a essayé elle a donné sa vie pour nous. Et en plus de ça, voilà, il va falloir gérer une personne malade maintenant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui s'acharne contre nous. Et suite au décès de mon père, ma mère a voulu refaire sa vie, pas directement après, mais après elle a voulu, voilà, comme toute femme de son âge qui voulait, voilà, continuer sa vie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle s'est mise à rencontrer des gens qui étaient des gens mal intentionnés. Et malheureusement, il y avait une sorte d'engrenage. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc vous ne pouvez pas forcément aller dans des lieux où on rencontre des gens, parce que rencontrer des gens, ça a un coût. Qu'il soit conscient ou pas. Si on va au restaurant, ça a un coût. Si on va dans des activités de loisirs, ça a un coût. Et en fait, voilà, moi je me suis dit à ce moment-là, j'ai pas envie d'une vie de composition comme ça. Je me dis, si j'ai pas d'argent, si j'ai pas de relations sociales qui peuvent me plaire, si j'ai pas de passion, si j'ai pas la prise sur ma vie, mais qu'est-ce que je fais en fait? Ça m'a fait à la fois beaucoup de peine et ça a été un électrochoc. Je me suis dit, c'est pas le genre de vie que je veux. Ma mère croyait beaucoup à l'école. Donc déjà, elle nous avait inculqué ce truc de l'ascenseur social, c'est l'école ou rien du tout. Et puis voilà, moi j'étais bon élève, j'avais pas de soucis de scolarité. Je me suis rendu compte que le capital culturel, c'était la porte d'entrée pour rentrer dans des milieux auxquels j'avais pas accès. Le milieu bourgeois, il a des codes. Si on les a pas par la naissance, il faut les apprendre. Et donc là, moi j'ai eu la chance, j'ai rencontré, dans le livre j'appelle ça des mains tendues, mais des gens qui m'ont permis d'avoir accès à de la culture, qui m'ont permis d'avoir accès à de l'histoire. Par exemple, j'ai rencontré un historien qui m'a donné beaucoup de bouquins, des gens qui ont pu m'aider dans mon parcours. Et je me suis dit, en fait, cette culture, il va falloir que je me fabrique cette culture, que je me fabrique, apprendre à parler, apprendre à présenter, apprendre à bien présenter, apprendre à faire semblant. Et là, je me suis mis à lire des choses qui n'avaient aucun sens, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut lire? C'est-à-dire que moi, c'était pas de me dire, voilà, qu'est-ce que j'aime lire, c'était qu'est-ce qu'il faut lire. Et voilà, il faut lire du Marcel Pagnol. J'en avais rien à faire du Marcel Pagnol. Si vous avez les codes, en fait, on va pas vous questionner sur votre origine. C'est-à-dire qu'il faut tellement en imposer qu'en fait, au bout d'un moment, on ne vous questionne plus d'où vous venez. Moi, j'étais tiraillé parce qu'en fait, à la fois, je me rendais compte que des études longues, c'était coûteux, et en même temps, je me disais, mais je peux pas faire des études très poussées parce qu'il faut du temps pour travailler à côté, pour financer mes études. Donc, je me suis dit, il va falloir des études courtes. Et mes professeurs comprenaient pas ça. Ils me disaient, voilà, t'as une excellente moyenne, il faut faire une grande école. Et moi, quand j'allais voir une conseillère d'orientation, ils me disaient, mais il y a des bourses, puis vous pouvez trouver un travail étudiant à côté. Moi, je disais, mais j'ai déjà un travail étudiant. Il me disait, ouais, 16 ans. Il fallait trouver le juste compromis entre études courtes, qui ramènent suffisamment d'argent, qui laissent du temps, donc à proximité de préférence de chez moi. Je décide à ce moment-là de rentrer à l'université, donc à l'université de psychologie. À ce moment-là, je sais pas exactement encore à quoi je me destine, même si je pense que mon parcours était déjà un peu tracé. Et donc je fais une licence de psychologie, un master de psychologie clinique, et je deviens psy. Et je fais une thèse doctorale que je termine bientôt. L'été dernier, voilà, on était censé partir en vacances, des petites vacances pour une fois, c'était assez sympa. Et en fait, ma mère tombe gravement malade. Et en fait, on découvre qu'elle a un cancer au niveau de la sphère gastro-intestinale. On a une petite sœur qui est mineure. Et là, on se dit, mais il nous reste un parent. Et ma maman va mourir. Et ma maman meurt en 3 semaines. Et on se dit, mais comment on va faire? Parce qu'en fait, il y a un enterrement à payer. Un enterrement, c'est pas gratuit. Il y a une vie à démarrer pour une petite fille qui est mineure. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, moi, je m'effondre. Je me dis, mais c'est terminé. Mais avec ma sœur, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête nos études, on va travailler. Et on se dit, mais moi, je suis si proche du but. Je suis si proche de avoir un parcours académique qui là se termine et qui va changer ma vie. Je change enfin de vie. J'arrive enfin à monter ces marches. Et paf, le réel qui nous rappelle qu'on est des personnes précaires et qu'on va le rester. Et ma copine me dit, mais écoute,
On va faire quelque chose déjà. On va essayer d'appeler à la solidarité individuelle. On va faire une cagnotte pour essayer déjà d'avoir un enterrement digne pour ma maman. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, on a reçu une aide, mais qui a dépassé toutes nos attentes. C'est-à-dire que ça a été médiatisé. Le but, c'était de financer l'enterrement de ma maman et le départ dans la nouvelle vie de ma petite sœur. Et en fait, ça a pris des proportions incroyables. Et pendant une semaine, c'est des messages, des donations, des appels. Et là, moi, je me dis, mais les gens, en fait, j'ai pas le droit de pas tout dire. C'est-à-dire que je dois expliquer le parcours complet. C'est-à-dire que si les gens ont entre guillemets investi, ils nous ont fait confiance, ils doivent comprendre en fait ce qui a amené à cette situation. Et là, je suis là aujourd'hui, quoi. Et à l'université, moi j'ai des gens avec qui j'ai fait mon master, ils m'ont dit mais pour nous on était persuadés que tu étais d'une famille un peu bourgeoise. Et moi, je leur dis mais alors absolument pas, quoi, absolument pas. Et ça s'apprend. Donc c'est quelque chose, c'est pour ça aussi que j'en parle, c'est qu'à un moment donné, on tire pas tous les bonnes cartes dans la loterie de la vie, on n'a pas tous une main excellente. Par contre, les assemblages de cartes, on peut choisir ce qu'on en fait. On peut choisir d'orienter un peu son parcours. On peut pas, je pense qu'il faut arrêter avec ce mensonge de quand on veut, on peut. J'en suis pas persuadé. Mais par contre, je pense que quand on veut, on peut essayer de s'ouvrir des portes. Et que on peut essayer en tout cas de choisir les moins mauvaises solutions pour soi. Ayez pas peur d'investir dans vous-même en fait. Donc si ça implique de prendre un prêt, si ça implique d'investir et que vous êtes persuadé que vous allez être capable de le faire, allez-y et foncez, quoi.